Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission: aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Hello, hello, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode conversation où aujourd'hui on va converser avec Letty. Letty est une creative sister, elle est artiste, elle est aussi coach pour artisans et elle a un univers Instagram très marqué. Si tu la suis sur les réseaux, tu verras qu'elle a vraiment une image de marque très marquée, très remarquable. Et derrière cette image forte se cache une femme tout aussi forte de par sa sensibilité, de par son courage et de par son état d'esprit. On découvre tout ça ensemble tout de suite. J'accueille aujourd'hui avec grand plaisir Letty. Salut Letty. Salut Olivia, comment vas-tu? Ça va et toi-même? Très bien, merci, très très bien. Il fait un grand beau chez nous, donc c'est magnifique. Et oui, précisément chez nous, c'est où? C'est à Genève en Suisse. Super, je suis trop contente de t'avoir avec moi dans ce podcast. On s'est rencontrés par Instagram, par la magie Et, d'Instagram. Alors dis-nous en plus sur toi, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu et que fais-tu? alors, donc, je suis mentor pour artisans. J'ai une carrière dans la communication, l'image de marque et l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je m'occupe quasi exclusivement d'artisans voulant développer leur projet avec, je dirais, vraiment cet angle de comment créer une marque forte et comment créer une stratégie d'entreprise qui permet d'avancer dans la bonne direction et avec une certaine prévisibilité. Donc, ça passe par des accompagnements, ça passe par un cours en ligne tout neuf comme le tien, et ça passe par la contribution de contenu gratuit sur Instagram et à travers des conversations chouettes comme celle-ci avec toi. Ouais, super. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Alors, je me suis lancée en indépendant il y a 5 ans. C'est là que j'ai créé mon agence de communication. Et à côté, j'accompagnais de plus en plus d'indépendants, de thérapeutes, d'artisans et de startups dans la stratégie. Et j'ai vraiment développé cette partie-là davantage à côté des projets faits sur mesure en communication et image de marque. J'ai déjà essayé, enfin, je me suis déjà lancée plusieurs fois dans l'entrepreneuriat, que c'était, par exemple, quand je sortais de l'école à 18 ans, en faisant du graphisme, ou bien aussi avec un projet une start-up sur le montage de vidéos en ligne il y a à peu près 13 ans. Donc, ce n'est pas la première fois que je me mets à mon compte, mais effectivement, il y a 5 ans, j'ai quitté un job dans une banque privée ici en Suisse comme directrice artistique et je me suis donc dédiée à mon agence à moi. Et petit à petit, j'ai aussi pu voir que c'est vraiment les projets créatifs, les projets artisanaux qui me passionnent. Et lors du premier confinement, donc en avril, j'ai décidé de pivoter 100% sur cette communauté-là pour vraiment pouvoir encore peaufiner mes offres et mieux les servir. OK. Donc finalement, tu es une, femme entrepreneur qui se renouvelle sans cesse puisque tu as déjà une entreprise, tu as recommencé, l'expérience, tu étais salariée, tu es revenue à l'entrepreneuriat, tu as pivoté, donc c'est des renouveaux sans cesse. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, mais aussi d'une grande volonté de contribuer. Et donc, je cherchais jusqu'à avoir trouvé la voie. Et c'est dans cette dynamique-là de vouloir travailler dans quelque chose qui me remplit de sens et qui me donne envie chaque matin de faire ce qu'il y a à faire, que j'ai toujours essayé de trouver. Et ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris du temps jusqu'à être sûre de ce que je veux faire et de vraiment pouvoir me concentrer et concentrer tous les efforts surtout sur cette activité-là. Mais effectivement, le changement n'est pas quelque chose qui me fait peur.
Et trouver du sens, c'est vraiment, une chose qui revient souvent quand on veut se reconvertir. C'est souvent ça, en fait, on veut quitter un endroit où on trouve plus, de sens à ce qu'on fait et on a envie d'avoir quelque chose qui nous remplit la vie, remplit le cœur, qui nous passionne, qui nous donne envie tous les jours. C'est effectivement pas simple à trouver, hein. Comment tu t'y es prise, toi, pour faire ce travail? Écoute, je crois que la plupart d'entre nous, on décide de prendre l'action pour changer quelque chose quand on est déjà dans la souffrance. Donc, j'ai vécu plusieurs moments de vraie remise en question, de travail sur moi pour vraiment, disons, pour pouvoir laisser derrière moi ces situations difficiles et voilà, sauter dans le vide et puis changer quelque chose et puis créer quelque chose de nouveau qui me correspond plus. C'est passé par plusieurs et je pense que c'est assez fréquent que ça passe par plusieurs cycles de conscience. Je pense que c'est vraiment gagner en conscience qui va nous permettre de découvrir ce qu'on est fait pour ce qu'on est fait de faire. Mais c'est aussi une question, je pense, vraiment d'acceptation que comme ça, ce n'est pas possible, comme ça ne va pas. J'ai le droit de quelque chose qui me correspond plus, qui me remplit de sens. J'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'essayer. Et ensuite, se munir des compétences, s'entourer, trouver aussi, si on veut, des inspirations pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est les étapes par lesquelles je suis passée à chaque fois. Et parfois, c'est quelque chose de totalement imprévu qui va nous amener à un changement de voie, comme par exemple la naissance de mes jumelles, qui était venue assez vite après mon premier et qui m'a mis devant un vrai challenge de vie et vraiment je dirais des réflexions profondes. Mais quand j'ai su que j'avais des jumelles alors que c'était quasi impossible, j'en ai pas dans la famille, on n'a pas fait de traitement, c'était une vraie surprise, mais et un vrai choc. Mais je me suis dit c'est un cadeau. Je ne sais pas encore lequel, mais je sais que c'est un cadeau. Et d'ailleurs, j'ai pas pu retourner au travail. Je l'ai essayé. Il y a eu des changements, les mettre sous l'attention de quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai quitté mon job et c'est là que tout a commencé à prendre la bonne voie, même si ça m'aurait pris encore 2 ans de vraiment prendre les décisions les plus difficiles encore. C'était pas encore fini. Mais c'est grâce à cet événement-là, je pense que j'ai pu vraiment remettre en question la totalité des décisions que j'avais prises jusque-là d'apprendre comment vivre une nouvelle vie. J'aime bien ta façon de voir les choses parce que tu prends le positif derrière tout ça. Parce que quand on écoute ton histoire, beaucoup auraient pu voir que des contraintes. J'ai un enfant, c'était pas prévu. En plus, j'en ai deux, c'était vraiment pas prévu. En plus, j'ai des allergies, c'est compliqué. On aurait pu voir que des problèmes. Et toi, au contraire, tu tires l'aspect positif. Surtout, c'est pas évident, hein. Je pense que c'est un des secrets pour prendre les bonnes décisions et qui m'a parfois intuitivement, hein, parfois je prenais des décisions, je me disais, dis bon, c'est un peu risqué, c'est peut-être un peu bizarre. Et par contre, j'avais cette sensation forte que ça allait marcher. Pareil pour le confinement, je me rappelle encore en avril quand j'ai décidé je vais faire ce pivot. Je savais que j'allais pas avoir des revenus pendant les premiers mois, que j'allais devoir vraiment m'y mettre à communiquer d'abord et créer mon offre spécifique. Donc j'ai pris mon temps pour ça, exprès. Par contre, je savais, enfin, j'avais décidé que entre les deux options, soit c'est la catastrophe, soit c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, je préfère la deuxième. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Mais j'ai eu aussi une mère qui a toujours vu tout possible, qui elle aussi a traversé des moments très difficiles et qui m'a montré que tout est possible. Mon père est artiste, donc lui, par définition, il croit dans l'impossible et il s'en est sorti. Donc, comme dernier élément, j'ai passé 6 ans aux États-Unis à faire ma licence en beaux-arts et mon bac aussi.
Et on peut dire plein de choses sur les États-Unis, mais je pense que cet optimisme et ce rêve, ce rêve américain, bah, il s'est quand même un petit peu installé en moi. Et j'ai vu tellement de gens avancer malgré des grandes difficultés, malgré des situations qui ne sont pas du tout prometteuses, et réussir. Et ça m'a inspiré toujours. Et j'ai ramené ça quand je suis revenue en Europe, et je le porte encore en moi. Donc oui, l'entourage, ça compte finalement. L'éducation que tu as eue, l'entourage aussi, et les expériences. Quand on dit que les voyages forgent la jeunesse, c'est pas pour rien. Hein. Ça t'ouvre l'esprit sur des expériences qu'on n'aurait peut-être pas imaginées par rapport à notre culture, notre façon de vivre, etc. Absolument, absolument. J'encourage tout le monde de s'inspirer d'autres cultures, de lire, de découvrir des philosophies différentes, parce que ça peut vraiment nous donner une autre vue, comment on pourrait dire, une autre perspective. Et c'est ça d'ailleurs que je crois limite énormément de personnes, c'est les croyances, c'est d'avoir une seule façon de voir les choses et ne pas savoir comment changer cela. Et c'est vrai que surtout quand on est créatif, on a énormément de blocages, soit en nous, soit par notre entourage qui nous juge, qui a une idée très fixe sur notre travail, sur les possibilités de réussir, et qui très souvent nous décourage avec une grande bienveillance de vouloir nous aider, mais qui ne comprend pas tout est possible, que nous pouvons trouver la bonne voie. C'est juste une question d'avoir d'autres méthodes, d'appliquer d'autres méthodes, d'aller voir ailleurs de comment ça pourrait se faire. Exact. Et comment tu fais du coup pour t'organiser au quotidien avec tes trois petits bouts? Ils ont quel âge? Alors, mon grand a 8 ans et les filles ont 6. C'est une grande organisation. Alors, il y a Lina qui m'aide énormément, qui est donc la nounou, qui est là quasi tous les jours, qui m'aide aussi un petit peu avec la gestion de la maison. J'ai une assistante personnelle également, qui m'aide également avec tout ce qui est à gérer en privé. C'est un luxe que je me paye, et parfois il y a des mois où c'est à défaut d'autres luxes. Mais c'est vraiment ce qui me permet non seulement d'être une meilleure maman parce que je suis moins stressée, moins fatiguée, je peux vraiment passer un bon temps avec eux, mais aussi parce que ça me permet de quand même avancer avec le travail. En tant qu'entrepreneur, c'est absolument nécessaire de s'entourer, parce que sinon on est limité par le temps disponible et les interruptions. Et comme on sait très bien, les interruptions, ça peut vraiment, vraiment réduire le temps effectif de travail concentré. Et donc, il y a tout à faire pour se permettre d'avoir ces heures alignées. Ça, c'est une des choses qui a vraiment, et j'ai pris cette décision il y a 2 ans seulement. Enfin, j'avais toujours de l'aide, mais de vraiment dégager du temps pour mon travail. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. C'est vraiment à partir de là que j'ai pu développer quelque chose de sérieux, avec vision à long terme. Et après, bah, c'est des routines très très claires. Je suis créative moi-même, donc les routines, ça a toujours été très, très difficile pour moi. Mais j'ai découvert que d'avoir un emploi du temps prévisible, d'avoir des rythmes clairs et d'avoir des routines autant pour moi que pour les enfants, ça aide énormément, énormément. Et en fait, ça me donne plus de liberté, drôlement. Donc ça a été une grande révélation aussi. C'est grâce à une coach que j'ai découvert ça, et c'est vraiment, je dirais, l'élément le plus répété dans mes coachings avec les créatifs que je suis, c'est de leur permettre en tout cas, comprendre que ces structures sont très importantes. Et je pense que, notamment quelqu'un comme toi, qui a vraiment beaucoup d'expérience et qui focalise en partie son travail là-dessus, bah, c'est vraiment un cadeau, quoi. C'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, de se faire accompagner. C'est très important. À part ça, je pense que, en tout cas, cette dernière année, un autre élément qui m'a permis de totalement de trouver un nouveau niveau, un nouveau palier dans mon développement, c'est de se rendre compte que si on est mère ou père, et on veut l'être avec passion aussi, et on a aussi un projet à nous, on doit parfois, pendant certaines périodes, faire des sacrifices ailleurs
Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à se réveiller tard et être très créatif à partir de 5 heures l'après-midi. C'est entre Oui. 5 et 8 heures que j'ai vraiment, si je pouvais, mais c'est aussi le moment où les enfants rentrent à la maison, où on veut passer du temps avec eux, etc. Ouais. Du coup, j'ai changé mon rythme biologique. Alors, on arrive à le faire jusqu'à un certain point. C'est parfois génétique, mais on peut s'adapter. Du coup, je me couche très tôt et j'essaie de me lever en tout cas 1 heure avant les enfants pour faire les premières activités importantes de mon travail sans interruption pendant que tout le monde dort. Et ça peut être vraiment un levier énorme. Et ensuite, je pense c'est vraiment s'accorder, libérer des plages de temps de plusieurs heures à la suite pour pouvoir se dédier. Chose qui est actuellement un peu difficile pour moi parce que dû au confinement, bah, on a pris des décisions avec le père de mes enfants de réduire aussi le temps qu'ils sont accompagnés en école. Et du coup, j'ai plus d'interruptions et je vois tout de suite l'impact sur mon efficacité, sur ma productivité. Mais voilà, c'est-à-dire, on se trouve d'autres solutions pour avoir ces heures de plus. Du coup, je dois travailler un peu plus long le soir, mais en parlant avec les enfants, bah, ça a été une décision prise en commun bah, pour permettre d'être là aussi à des horaires à midi, par exemple, ou autre. C'est top, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis. Ce que je retiens, c'est déjà que tu as pris le parti de déléguer assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on est entrepreneur, quand on pense à déléguer, on pense à recruter pour l'entreprise, mais pas uniquement. La vie perso et la vie pro, elles font qu'un finalement. Donc, on a besoin surtout d'éliminer les choses qui nous prennent beaucoup de temps, qui nous prennent beaucoup d'énergie et qui risquent justement de nous stresser quand on a après des enfants à gérer, une famille à gérer, etc. Donc oui, déléguer, c'est pas uniquement recruter pour l'entreprise, c'est aussi se décharger des tâches domestiques, par exemple, Absolument. ou d'autres activités qui sont très chronophages. Absolument. Chronophage et non seulement chronophage, mais en fait, c'est une charge mentale supplémentaire. La dernière chose que j'ai faite, c'est une nouvelle délégation par rapport à l'organisation de la maison en termes d'achat, par exemple, d'achat et d'organisation des week-ends en partie. Et c'est quelqu'un qui est maintenant totalement indépendante. Elle arrive chez moi, elle sait exactement où elle doit regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, elle va remplir le frigo, remplir et c'est tout petit, hein, et ça m'a pris longtemps à comprendre, mais en fait, on est tout le temps en train de se dire, est-ce qu'il y a encore du lait? Est-ce qu'il y a encore... Alors, peut-être que d'autres personnes sont mieux organisées, mais de se rendre compte, ah tiens, j'ai pas pour midi dans 3 jours, il faut que je réfléchisse, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a fait avec les enfants ensemble, on a fait un plan de la semaine. On sait exactement ce qu'on mange avec, bon, la possibilité de changer de temps en temps, mais chaque midi et chaque soir, on a donc identifié les repas. Et à partir de là, j'ai pu faire la liste et j'ai pu dire à la personne, écoute, il faudrait que voilà, il y ait toujours ça, ça, ça et ça. Et comme ça, je peux juste ne plus y penser et pas faire ces petits allers-retours au supermarché qui finalement, bah, c'est du temps que je peux passer sur un client, sur ma communication, en train de grandir mon entreprise. J'ai aussi pris quelqu'un un junior pour m'aider sur toute la partie communication et une partie aussi de projet stratégique. Je dois le former et ça, c'est du temps supplémentaire. Donc, il faut se rendre compte que la vie privée peut avoir énormément d'incidence sur notre productivité et notre créativité également. Et que c'est OK en tant que femme, en tant que mère, de ne pas tout faire toute seule, quoi. Ce que j'aime dans ce que tu m'as dit, c'est que le menu, tu vois, tu les as fait avec tes enfants, tu les impliques. Ils se rendent compte aussi derrière qu'il y a du travail, ça les autonomise et ça te permet, même si on n'a pas d'enfants, hein, de faire avec des personnes avec qui on vit, ça permet vraiment de dire tout ne repose pas sur moi, quoi. J'ai pas à tout faire et c'est OK. Exactement, exactement. Je pense que surtout les femmes ont souvent
on a souvent cette capacité de sacrifice pour les autres, Oui, ce qui est un grand, grand atout, je pense, pour la société. Mais en même temps, on nous apprend également de ne pas être égoïste. On nous juge quand même aussi de pas être carriériste. Enfin, on pourrait faire la liste des jugements. Si tu veux travailler, faut pas que ça ait des incidences sur le fonctionnement de la maison, sur l'éducation des enfants. C'est une pression énorme, énorme. Et je pense qu'on doit faire le tri entre qu'est-ce qui est vraiment important pour ma famille. Ce qui est vraiment important pour ma famille, c'est que je transmets mes valeurs à mes enfants, que je leur apprends à être les meilleures versions d'eux-mêmes. Ça passe à travers des conversations qu'on a, des discussions, d'essayer de trouver des solutions. Ils ont l'âge maintenant. Ça passe dans un âge plus petit par juste le temps passé ensemble, être disponible physiquement pour la chaleur, pour l'amour. Et on n'a pas, par contre, je pense, enfin, je sais pertinemment que je ne suis pas la meilleure à organiser ma cuisine. Je ne suis pas la meilleure. Donc, autant augmenter la qualité dans ce secteur-là par quelqu'un qui peut m'aider avec ça, qui en est ravie parce qu'elle, elle adore ça. Et puis avoir un résultat, comme résultat, plus de temps avec mes enfants, plus de temps pour développer mon projet. Et ne pas se juger. Ne pas se juger à dire ah non mais je devrais être capable de tout faire. Non, c'est écrit où déjà. Et puis ça tout dépend aussi de notre vision et de notre rêve et de ce qui est vraiment important. Je pense que toutes ces actions de délégation, toutes ces actions de prise de décision stratégiques, elles passent et elles ont un résultat positif quand on est aligné en nous-mêmes et on a identifié ce qui est vraiment important. ouais. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu faisais des sacrifices ailleurs, parce que tu as identifié qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est du confort, on va dire, et dont tu peux te passer. Et c'est comme ça que tu as fait le choix de sacrifier un peu ton sommeil le matin, mais d'aller dormir plus tôt le soir et de t'organiser différemment parce que tu sais où sont tes priorités, quoi. Exactement, exactement. J'ai multiples hobbies, des passions que j'ai pratiquées vraiment de manière très très intense jusqu'à encore il y a une année. Et j'ai dû faire avec ce nouveau projet de vouloir vraiment transformer les vies des artisans avec des stratégies, etc. J'ai dû travailler, j'ai dû créer vraiment des méthodes, créer des programmes spécifiques pour pouvoir aider au plus grand nombre d'artisans possible. Et ça voulait dire à ce moment-là de arrêter de danser, arrêter de chanter pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le reprendre. Et ça ne veut pas dire que ça ne me manque pas, mais je sais pertinemment en sentant ce manque, en fait, je suis sur la bonne voie parce que je suis en train de dédier du temps à ce qui est très, très important pour moi, ce que je veux voir réaliser d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, et ne pas me dire, tiens, ouais, il y a 10 ans, j'aurais dû faire ces sacrifices pour arriver là où je veux être. Oui. Puis c'est aussi une sorte de motivation, hein, te dire je veux reprendre le chant, je veux reprendre la danse, mais il faut d'abord que je sécurise telle activité. Ça motive aussi pour avancer plus vite, hein. Absolument, absolument, ça motive et je pense, bah, c'est comme les enfants, hein, c'est d'abord on range la chambre, après c'est télé, avant les légumes et ensuite le dessert. Donc je pense oui, c'est la carotte qu'on se met devant le nez. En même temps, je pense que quand on l'a fait une fois, quand on a fait vraiment une fois, on s'est dit maintenant je vais vraiment me dédier, je vais éliminer tout ce qui est même dans l'activité elle-même, éliminer ce qui ne m'apporte pas directement des résultats sur mon activité. On ressent tout d'un coup aussi une satisfaction énorme parce qu'on voit les choses, on voit bouger les choses beaucoup plus rapidement et des choses se débloquer et tout d'un coup on récolte les résultats. On arrive à passer massivement à l'action, on change aussi de mindset, d'attitude et on se rend compte tout ce qu'on a à disposition en fait en nous et qui dormait parce qu'on n'avait pas la place pour laisser agir ses capacités, ses talents. Du coup, même cette période-là, elle est extrêmement satisfaisante. Ah ouais, c'est une vraie
légèreté. Quand tu commences à te détacher de toutes les injonctions, tous les on doit, il faut qu'on, etc. Quand tu dis non, ok, c'est quoi ma priorité? C'est quoi ma voie? Quels sont mes choix? Et tu te rends compte finalement que tu élimines tellement de choses et c'est l'effet montgolfière, quoi. Tu vois, tu t'élèves, tu t'élèves. Totalement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est une sensation rare, vraiment une découverte. Alors, je l'avais senti quand j'étais, parfois aussi quand j'étais en emploi. Si le projet me convainquait d'apprendre, surtout en début de ma carrière, d'apprendre, de travailler avec des très grandes marques comme Nike, Rolex. Enfin, c'était super chouette, c'était passionnant. Et on peut rentrer dans ce flow et de vouloir devenir la meilleure qu'on peut être dans cette activité-là. Mais là, d'être sur un projet qui est le mien, qui est ma passion, en sachant où je vais exactement et en sachant que je mets tous les moyens de mon côté, c'est une gratification énorme et ça fait aussi, je pense, un effet secondaire non négligeable qui est celui de la confiance en soi. Je pense que c'est très fort comme effet de se donner les moyens, de se donner la possibilité et de faire les sacrifices, mais pour soi, pour son projet, pour sa vision. Ça, c'est un boost énorme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi, ce n'est pas un cadeau, c'est vraiment toi-même qui investis en toi-même pour ton projet et c'est vrai que c'est très, très fort. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité? Moi, c'est vraiment le moment de voir transformer les personnes que je suis. C'est d'avoir la grande chance de les accompagner pendant les périodes difficiles, mais aussi là, quand ça débloque, le moment où ils ont des premiers résultats. C'est quelque chose qui me, à chaque fois que je sors d'un coaching, je suis énergisée. C'est quelque chose qui me ramène, en fait, qui me rapporte de l'énergie, alors qu'il y a beaucoup d'activités qui m'en quittent. Et ça, c'est juste incroyable. Et aussi de voir que le projet que j'ai mis en place, les méthodes que j'ai mis en place, que ça a été la bonne voie, que ça a été les bonnes réflexions. De voir aussi qu'aujourd'hui, plus d'aisance qu'il y a encore 5 ans en arrière à pouvoir apporter cette valeur-là, que justement tout l'apprentissage, tous les erreurs finalement que j'ai fait dans toute ma vie, que ça m'a apporté énormément parce que je peux en parler, je peux accompagner quelqu'un qui est en train de faire la même erreur et le comprendre. Donc vraiment l'accompagnement pour moi il est extrêmement important et j'adore aussi la partie graphisme même si j'en fais plus. Donc je suis graphiste, hein, j'ai fait la licence en beaux-arts mais avec concentration sur le graphisme et de pouvoir travailler sur mes posts Instagram, j'adore ça aussi. Oui, je vois ça, tu t'éclates, on le sent, on le sent. J'adore. Même si je dois tout petit peu déléguer, je suis en train de former donc cette personne à m'aider là-dessus parce que je pense qu'il pourra aussi Mais il y a toujours une direction artistique, un accompagnement là-dedans aussi. Donc ça maintient ce plaisir. Ce plaisir-là. Oui, et je dois dire, je suis quelqu'un qui adore la stratégie et quand je suis en train de réfléchir, quand je suis en train de chercher des idées ou tout simplement de consommer, je consomme énormément de conseils, que ce soit gratuits ou à travers des formations de personnes que j'admire et de les voir réfléchir et de transformer ma propre réflexion et voir que ça marche, ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins? La paperasse, même si j'ai mis en place. Oui. Et je crois que je suis pas la seule. Toi, c'est la réunion des créatifs, hein, la paperasse, la compta, les papiers, l'administratif. Voilà, voilà. Alors, il y a un certain côté, il y a une certaine satisfaction qui vient avec le fait de savoir que on a fini cette partie-là, qu'on est à jour, voire qu'on est déjà même en train de mettre en place des choses pour le futur. Donc ça, c'est très chouette. Je dirais la vente en quelque sorte. Alors j'aime bien vendre quand je suis convaincue
vraiment que mon produit peut aider à la personne. Donc là, et ça devient une vente naturelle dans le sens où je suis pas dans une dynamique d'essayer de trouver des arguments. C'est à travers leur histoire et à travers la mienne qu'on arrive assez facilement à voir que oui, il y a un fit, il y a comment dire, il y a une cohésion, il y a une correspondance et puis on passe à l'action. Je serai jamais celle qui se met au téléphone le matin et qui appelle et appelle et appelle et appelle ou qui va essayer d'avoir un maximum de personnes parce que pour moi, vraiment cette cohérence interne en moi, mais aussi avec la personne et l'accouplement, si on veut, entre coach et coaché, c'est hyper important. C'est hyper important. Et du coup, oui, la vente, oui, mais sous certaines conditions. Ouais. C'est marrant que tu parles d'accouplement parce que quand je parle de vente, je parle d'opération séduction parce qu'on est vraiment dans cette relation finalement, comme une relation amoureuse, il y a les mêmes étapes finalement. Et il y a un moment où oui, ça devient naturel, où tu dis non, sinon ça ne va pas. Même en tant que vendeur, il y a des personnes où tu vois très bien que ça va pas matcher parce que tu pourras pas les aider vraiment. Et ça revient à ce qu'on disait, la recherche de sens, c'est ça aussi. C'est pas avoir des clients pour avoir des clients, mais c'est avoir des clients avec lesquels tu pourras faire un bon travail, pour qui tu pourras vraiment avoir un impact et puis sentir que tu es utile parce que finalement, c'est ça qui motive quand on recherche du sens, c'est de se sentir utile. Et ça vaut aussi pour les artisans que j'accompagne. Je pense que la vente, surtout pendant les moments comme aujourd'hui où les marchés sont annulés, où les boutiques sont fermées, les ateliers sont fermés aussi, c'est très dur. Mais je pense que quand tu te rends compte que l'objet artisanal fait main unique est un objet qui peut apporter énormément de joie à la personne qui l'achète et qui a besoin peut-être elle aussi d'un petit moment, un petit luxe pour elle-même, un cadeau qu'elle se fait ou qu'elle fait à quelqu'un d'autre, bah, la vente, elle devient déjà moins chargée de culpabilité parce que c'est un cadeau finalement qu'on fait aux personnes, qu'on permet aux personnes de se faire à elles-mêmes. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai changement d'état d'esprit à avoir. On vend pas des objets, on vend des souvenirs, des émotions, des sensations. Voilà, on vend de l'impalpable. Il faut avoir ça en tête. En tant qu'artisan, il faut avoir ça en tête. C'est pas facile, hein, parce que tu vois que tu crées un objet, tu dis bon, maintenant, il faut que je le vende, mais c'est apprendre à valoriser finalement les créations. Absolument, absolument. C'est pour ça que j'encourage toujours tout le monde à vraiment trouver leur cible, à vraiment trouver les personnes qui sont passionnées par ces objets-là, qui sont passionnées par le processus de création, par l'idée que ce soit fait à la main, souvent avec des méthodes et avec des techniques qui ont des centaines, voire des milliers d'années. Donc, de vraiment mettre en valeur cet aspect-là et trouver ces personnes-là qui sont aussi passionnées que vous de ce type d'activité, de ce type de produit, et vendre exclusivement à celle-ci. De même pas rentrer en matière avec quelqu'un qui dit ouais mais attends ce savon il est beaucoup plus cher que celui au supermarché. Bah voilà, je pense que tu n'es pas au bon endroit. Laisser partir le cœur léger parce que avec toute personne qui part et qui n'achète pas, il y a une autre qui attend à pouvoir acheter. Il faut la trouver, il faut se montrer comme on est pour que les personnes puissent s'attacher à notre personnalité, à notre produit, notre manière, notre approche et vraiment faire créer ce moment de rencontre incroyable. Que ce soit en vrai, dans la vraie vie ou à travers l'Internet aussi. C'est pour ça que c'est important de s'afficher et de se montrer parce que les personnes ont besoin de ça, je crois, aujourd'hui. Exactement. Surtout, oui, quand on est confiné à la maison, ben, on le voit, hein, il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux, de plus en plus de lives et tout ça. Pourquoi? Parce que finalement, on recherche du réconfort, on recherche du bien-être, et ça passe par l'artisanat et les métiers artistiques, hein, tout ce qui est chansons, etc., théâtre, activités ludiques qu'on peut faire aussi à la maison. Ben, on les recherche de plus en plus. Donc, on a besoin de vous, on a besoin des artisans, des artistes, des designers pour pouvoir égayer les jours gris. Absolument, absolument. Et je pense il faut vraiment faire attention à pas tomber dans une mentalité négative actuellement. Je sais que c'est très difficile. Hein, je sais que c'est très difficile. C'est les mois qui normalement ramènent le plus.
Là, on est vraiment très limité. Par contre, je l'avais dit aussi lors du live du lundi, il y a des marchés de Noël en ligne, il y a de plus en plus d'initiatives, donc il faut les chercher, il faut lever la main, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux participer, rechercher ces nouvelles façons de vendre. Et je pense que ça sera une activité, enfin, ça sera une action assez pertinente pour encore pas mal de temps, voire peut-être pour toujours. Je crois que ce virus met en évidence beaucoup de choses, positives comme négatives, et nous allons transformer beaucoup de processus dans notre vie à cause de ce virus. Et autant ouvrir les yeux, se dire c'est le moment de changer, c'est le moment de sauter sur ce train-là, et puis comment je peux moi transformer mes processus, mon attitude, pour réussir dans un domaine qui, pour un certain temps, je pense, aura encore le virus comme acteur principal. Ouais, exact. Ouais, je suis bien d'accord. Apprendre à pivoter dès maintenant et à penser différemment, mais surtout pas abandonner, mais plutôt se dire, OK, quelles sont les opportunités? Ce que tu faisais, ce que tu fais toi-même, à te dire, OK, c'est quoi l'opportunité derrière la difficulté finalement? Exactement, exactement. Il y a toujours, je le dis toujours, vu que je me forme en entrepreneuriat constamment depuis plus de 15 ans, il y a toujours des gagnants. De chaque crise, ça peut être la crise la plus néfaste, et on peut le voir dans l'histoire, il y a toujours des gagnants. Et c'est une question déjà de préparation. Donc, essayons de nous préparer à partir de maintenant pour la prochaine crise. C'est-à-dire de pouvoir l'accueillir et pouvoir se dire, OK, d'accord, comment je peux aujourd'hui renforcer les relations avec mes clients, renforcer aussi la reconnaissance de ma marque et renforcer mes processus pour qu'ils soient le plus lean, le plus efficace possible, pour pouvoir, une fois que ça reprend, être les plus forts, parmi les plus forts, quand les ventes recommencent de manière massive. Et aussi savoir que chaque crise amène aussi des besoins. Et si on est aligné, si on connaît les besoins de nos clients, ça peut être un besoin éventuellement de personnalisation. C'est peut-être de remplacer des manières de consommer aussi, parce qu'on n'est plus capable, parce qu'on n'est plus celui qui, par exemple, sortait au restaurant 3 fois par semaine. Éventuellement, il veut transformer la cuisine à la maison, et ça va peut-être à travers des produits faits à la maison pour avoir cette petite touche-là. C'est peut-être aussi partager des moments conviviaux avec leurs proches à la maison, et éventuellement une jolie présentation de table peut faire toute la différence. C'est passer beaucoup plus de temps à la maison, donc peut-être la décoration de la maison aussi doit passer par un petit refresh. Et c'est de se rendre compte que cette situation, elle transforme la vie non seulement de l'artisan, mais aussi de sa clientèle. En quoi est-ce qu'elle est transformée et comment moi, je peux apporter quelque chose à ma clientèle. Tout à fait. Dis-nous, Letty, est-ce que tu as des projets? Quels sont tes prochains projets? Alors, quels sont mes projets? J'ai un grand projet dont je parle pas beaucoup, mais j'aimerais vraiment créer, enfin, je suis en train de créer une initiative globale de mentorship pour artisans et créatifs. Et ce qui m'intéresse là-dedans, alors c'est quelque chose de très spécifique, c'est que en ayant été créative, moi, depuis très jeune, et en ayant toujours su que je voulais travailler dans l'art, ou en tout cas quelque chose de lié à la créativité, j'ai essayé les voies communes. J'ai essayé, j'ai fait voilà ma carrière universitaire comme il fallait, comme c'était prescrit, etc. Mais j'ai pris énormément de temps à comprendre comment fonctionne mon cerveau, comment je me relationne avec la société, quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes forces. Et avec un cerveau très créatif, on est souvent mis devant l'évidence des autres, et on souffre parce que c'est pas du tout évident pour nous. Alors, je te donne un petit exemple. J'ai toujours admiré mon ex-mari pour sa capacité d'envoyer des petites cartes à la fin de l'année, d'avoir des petites choses organisées pour les anniversaires de X personnes, etc. Une prévision comme ça sociale qui m'était pas naturelle. Pareil pour la gestion des finances.
Alors, je dis pas que tout le monde est préparé. Au contraire, je crois que les écoles font pas assez pour préparer nos enfants à une vie avec argent, peu ou beaucoup, mais on n'est juste pas du tout préparé. Par contre, je pense que le créatif a aussi ce rêve artistique qui fait qu'éventuellement, il laisse de côté davantage la gestion de son budget. Moi, j'ai pris très longtemps à le comprendre, à l'apprendre, et ça a changé ma vie. Pareil de se dire, je ne suis pas une mauvaise personne juste parce que j'oublie mon propre anniversaire. C'est comme ça. J'ai plein d'autres trucs dans ma tête. Heureusement qu'il y a des gens qui me le rappellent, mais ça m'est déjà arrivé. Donc, d'apprendre à s'accepter. Donc, ce projet cette initiative de mentorship, c'est je pense, mon rêve, c'est vraiment d'aider à ces personnes de manière assez proactive, les préparer à la vie et au succès, mais en respectant leur fonctionnement. Et c'est pour ça que je me forme sur la neurologie, sur le développement, sur aussi les finances, c'est toutes ces choses-là, que je m'entoure aussi de plus en plus avec des personnes qui peuvent qui peuvent aider, qui peuvent donner aussi de l'inspiration. Et à créer un réseau d'entreprises, de personnes qui sont intéressées par ces profils-là et qui souhaitent les soutenir pour qu'on puisse aussi avancer au niveau de la société, au niveau du développement durable. Je pense qu'on a besoin de ces cerveaux-là pour créer un meilleur monde, et je pense notamment à mes enfants et les enfants de mes enfants. Donc ça, c'est le grand projet, je dirais. Mais ça, voilà, c'est... Et sinon, à part ça, je travaille aussi sur la création de ma communauté autour de mon cours en ligne, de faire des coachings groupés et de faire des partenariats, notamment avec des personnes comme toi. En tout cas, ce serait quelque chose que j'aimerais te proposer. Oh là là, je l'ai dit en public. Bref, d'aider déjà avec des méthodes et astuces entrepreneuriales qu'on applique aujourd'hui avec du money making online, avec des startups des technologies de l'information, etc., et les appliquer aux métiers créatifs, notamment dans mon cas pour les artisans. Donc ça, c'est le projet actuel, je dirais, dans lequel je vais encore investir davantage. Et par la suite, de créer des produits pertinents qui peuvent vraiment, des produits leviers qui peuvent vraiment changer la réalité d'un artisan, se faire découvrir. Donc ça, c'est en développement encore, mais pour cette année ou au début de l'année prochaine. Je pourrais te faire une liste de 11 choses minimum. J'ai jamais un problème de trouver des idées. Donc j'en ai toujours 10 quelque part notées. Mais c'est aussi là où on doit être intelligent et où la stratégie est importante, c'est choisir ces idées parce qu'elles vont dans la même direction. Donc, si une idée ne correspond pas à ma vision de créer une initiative globale de mentorship pour artisans et créatifs, je ne vais pas la réaliser. Elle va rester là. Peut-être que les choses changeront, mais c'est vraiment savoir où on va pour pouvoir faire les bons choix. Exact. Merci Letty. J'ai passé un très bon moment avec toi. C'était très doux, très sincère, très joli. Moi aussi, c'était super. Très belle question d'ailleurs. Ouais. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode conversation t'a plu. S'il faut retenir une seule chose de cette conversation avec Letty, ce serait de vraiment voir chaque obstacle comme une opportunité. Derrière chaque coup dur, derrière chaque situation compliquée, se cache finalement une opportunité. Et comment la voir, comment la saisir? Première chose, accuse le coup. T'as un coup dur, on accuse le coup. Il y a le Covid, tout ferme, tu peux plus vendre, tu peux plus exposer, accuse le coup. Deuxième chose, regarde différemment, ouvre le scope des possibles en contactant d'autres personnes, en regardant ce qui se fait ailleurs, en cherchant à faire différemment que ce que tu sais déjà faire, en sortant de ta zone de confort, en te mettant en danger. Et c'est la meilleure façon finalement d'avoir de nouvelles idées et surtout, sois prête à pivoter. Ne reste pas fermé, campé sur tes positions, mais sois prête à pivoter, à faire évoluer ton entreprise de façon différente afin de t'adapter aux réalités du marché. Sur ce, je te souhaite de bons moments créatifs. À bientôt. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps,
sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise. Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr/podcast.